L'heure de retrouver notre invité politique du dimanche. Louis Mapou, je le disais, vous êtes le président du groupe Uni au Congrès et dans 3 jours, l'Assemblée délibérante va ouvrir une séance extraordinaire consacrée au nickel, à la politique minière, au schéma minier. Est-ce que votre groupe Uni va réaffirmer sa doctrine sans concession? Oui, nous allons d'abord œuvrer à ce qu'il y ait un véritable débat lors de cette séance sur la question du nickel et plus précisément sur ce qui est prévu à l'ordre du jour, la stratégie d'exportation de la Nouvelle-Calédonie, puisque nous sortons de pratiquement 2 mois de difficultés où on a à la fois enregistré énormément de surenchères sur la question, beaucoup d'argumentaires sur ce que représente cette question en Nouvelle-Calédonie et surtout des mélanges un peu des genres. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Des mélanges des genres où on a pu par exemple constater que le débat a d'abord porté sur les exportations, les rouleurs en ont été les porte-paroles pour finalement constater que les mineurs de Nouvelle-Calédonie étaient bien présents sur le dossier, parfois bien derrière. Et au-delà de ça, donc un certain nombre de formations politiques, ce qui a eu pour don de semer une certaine confusion dans le traitement du sujet. Donc là, nous sommes à l'épilogue de ces 2 mois de discussion sur la question. Mais sur cette question, Louis Mapou, il y a deux parties qui sont un peu en conflit, c'est le cas de le dire. Il faut bien trouver... il y a eu une médiation de M. Gowa quand même, qui a remis les choses un petit peu au centre pour essayer de renouer les fils du dialogue. Il faut quand même peut-être lâcher un petit peu de chaque côté, vous ne trouvez pas? Vous savez, on fait de la médiation sur une problématique qui a été déclenchée. Ce que nous souhaitons, c'est qu'on ramène le débat à sa source même, parce que toutes les médiations, quelles qu'elles soient, donc, viennent travailler sur des rapports de force qui sont déjà institués. Ce qui, pour nous, n'est pas la meilleure manière d'aborder le sujet. Donc nous espérons que dans le cadre de ce débat au Congrès, nous allons enfin pouvoir en discuter. Alors on a entendu Thierry Corneille qui était à l'ONU, qui a lui-même affirmé, je le cite, il faut un meilleur mécanisme d'encadrement des exportations. Est-ce qu'il ne faut pas finalement changer un petit peu votre vision, qui est qualifiée par les détracteurs, vos détracteurs, de dogmatique? C'est une maladie qui est propre à la Nouvelle-Calédonie, de voir à chaque fois, lorsque une difficulté se présente, sentir le besoin de changer les choses qui ont pu être instituées. Or, de quoi s'agit-il? Il s'agit du schéma de mise en valeur des richesses minières qui a été adopté à l'unanimité en 2009, et contrairement à ce qui pourrait être dit ou pensé ici et là, il ne s'agit pas de quelque chose qui relève de la doctrine, puisque c'est une décision qui a été prise par l'ensemble des partis politiques de la Nouvelle-Calédonie. Donc ce que nous disons, nous, c'est que ce cadre, aujourd'hui, nous ne voyons pas tellement la raison une raison fondamentale qui nous permettrait de sortir de ce cadre. Ce que nous disons en plus, c'est que les difficultés qui sont évoquées aujourd'hui par les uns et les autres, on aimerait bien en savoir un petit peu plus pour bien effectivement identifier dans quelle mesure ce cadre nous poserait problème aujourd'hui en dehors des dispositifs qui sont ceux qui sont prévus pour traiter ces difficultés. Donc, pourtant, le monde du nickel, des matières premières du nickel, est quand même en turbulence. Et le cours du nickel est quand même assez bas. Donc on devrait pouvoir essayer de trouver une meilleure approche. Le cours du nickel est effectivement bas, mais vous l'aurez noté que le minerai de nickel est quelque chose de cyclique. Donc il se trouve qu'effectivement nous sommes là dans un cycle qui est devenu très court, puisqu'en 2008 nous avons eu effectivement une crise importante. Nous en sommes encore à une autre aujourd'hui, avec des cours qui sont descendus très bas, mais faut-il pour autant
dans des périodes de crise comme ça, qu'on change les fondamentaux. Non, ce que nous disons, nous, c'est que, au contraire, cette crise doit nous obliger à revoir plus en profondeur la question de l'exploitation du nickel en Nouvelle-Calédonie et nous inscrire dans la durée au lieu de chercher à compenser ou à compenser les difficultés dont nous ne sommes pas la source, mais aussi les erreurs ou les intérêts privés qui seraient à l'origine de ces demandes. Et même si ce débat, au sein du monde indépendantiste, et là je parle de l'UC, fait créer des distorsions, parce qu'on a entendu des paroles quand même dissonantes dans le monde indépendantiste. Ben, la question que je soulèverai, et qu'on aura l'occasion d'en débattre, et qu'on a déjà eu l'occasion d'échanger avec nos collègues de l'Union calédonienne, c'est que nous ne voyons pas aujourd'hui en quoi le mouvement indépendantiste qui a traversé les 25 ans a essayé de construire quelque chose qui n'existait pas en Nouvelle-Calédonie, qui a amené une transformation en profondeur de la question de l'exploitation du nickel en Nouvelle-Calédonie. On ne voit pas aujourd'hui qu'est-ce qui justifierait que nous, mouvements indépendantistes qui avons été à l'origine de cette évolution importante, pour changer la donne. Parlons de l'usine du Nord, Louis Mapou. Elle connaît des déboires, on le sait. La réparation du deuxième four est presque en stand-by. Le titre Glencore, même s'il a repris un peu de points ces jours-ci, il a quand même perdu beaucoup depuis le début de l'année. Et il y a eu une rencontre avec l'État, des dirigeants de Glencore à Paris, dont on ne connaît rien d'ailleurs, on ne sait rien à filtrer. Mais on peut se demander s'ils ne veulent pas revendre leurs 49% dans l'usine du Nord. Si ça arrive, c'est quand même un problème. Alors, plusieurs choses sur la question que vous posez. Les actions de Glencore ont retrouvé un niveau beaucoup plus important que ceux qu'ils avaient perdus durant les 10 derniers jours. Sur la situation technique des deux fours du Nord, de l'usine du Nord, le premier four est en réparation. Normalement, à partir de novembre, on devait rentrer dans une phase opérationnelle pour une mise en service effective et commerciale à partir du mois de janvier. La question est posée pour le deuxième four, mais là, il s'agit de stratégies qui sont propres à l'industriel. Il s'agit de savoir si, effectivement, le deuxième four doit être maintenu en service ou si, compte tenu des cours de nickel, ce four devait être arrêté partiellement, entièrement. Mais ce sont, j'ai envie de dire, des questions qui sont classiques lorsque nous sommes dans ce secteur-là. Donc, s'agissant de Glencore, vous savez que l'usine du Nord ne fait pas partie des actifs sur lesquels Glencore a dû prendre une décision difficile. Donc, c'est le signe que cette unité industrielle garde quand même un intérêt important au sein de ce groupe. Et pour le moment, il n'y a pas de raison particulière que nous doutions de la volonté de Glencore d'aller jusqu'au bout. Et un dernier point, nous avons prévu une mise en service de cette usine pour qu'elle arrive en pleine production en 2016. Nous sommes en retard de 3 ans par rapport à ce qu'on a l'habitude de connaître dans ce secteur-là. Et je ne citerai que... Et les financiers qui nous écoutent ce soir, 3 ans pour eux, c'est énorme, parce que le temps, c'est de l'argent quand on parle de tels montants et de tels enjeux. Non, lorsqu'on s'engage dans des projets industriels qui ont une durée de vie sur une cinquantaine d'années, 3 ans, c'est très peu. Vous ne savez rien, Louis Mapou, de ce qui s'est passé et ce qui s'est dit entre Glencore et Mme Paul-Angevin? Alors c'est très étonnant quand même si vous me dites non, parce que... Non, mais c'est un rendez-vous habituel. D'une part parce que l'État participe au financement de l'usine du Nord. D'autre part parce que l'État est très engagé dans ce projet, qui est un projet qui a une dimension politique importante. Mais c'est une visite habituelle. Il n'y a pas de raison aujourd'hui de penser qu'il y ait des questions de fond qui puissent être posées. Quelques mots sur l'état financier de la SMSP.
beaucoup de filiales de participation. Dans le tableau, moi, on s'est procuré le bilan de la SMSP 2013. Le 2014 n'est pas encore disponible, au greffe du tribunal. Et on voit qu'il y a quand même des filiales qui affichent des déficits importants. Est-ce que c'est sain pour une entreprise, ça, pour une société? Alors, ça dépend de quelle filiale. Le pôle tourisme hôtellerie, par exemple. Alors, ce n'est pas une filiale de la SMSP, c'est une filiale de Nord Avenir. Oui. La SMSP aujourd'hui est une filiale de Sofinor. D'accord, mais là, par exemple, si on parle du pôle tourisme et hôtellerie de la Sofinor, puisque vous nous le confirmez, moins 10 697 000 en 2013, Nord Tourisme, moins 125 millions pour le même exercice. Qu'est-ce qui se passe-t-il? Est-ce que, il y a un problème de ressources humaines? Il y a un problème... Quel est le... Alors, il y a un problème général qui est celui de l'activité touristique en Nouvelle-Calédonie. Il décolle depuis 2 ans, il décolle à peine. Donc nous avons tous à partager, tous les hôteliers de Nouvelle-Calédonie, et vous citez le pôle hôtelier de la province Nord, je vous dis aussi que le pôle hôtelier de la province Sud n'est pas mieux. Donc la situation est identique. Mais si on regarde la Cerca et la Sorène, par exemple, ce sont aussi des filiales. C'est la même chose. Il y a oui, alors ça, ce sont les chiffres que vous avez de 2012-2013. Depuis... Mais oui, nous n'avons pas pu obtenir... Depuis, ils ont largement équilibré la compta. Il n'y a pas un manque d'argent pour créer des projets, semble-t-il, dans le Nord. Est-ce qu'il y a un problème de ressources humaines? Il y a effectivement des problèmes de ressources humaines, mais c'est un problème qui est général à la Nouvelle-Calédonie. Et lorsqu'on s'engage dans une politique volontariste celle qui a été engagée par le pôle d'investissement de la province Nord, effectivement, vous travaillez à flux tendu et sur des situations où souvent... Comment comptez-vous résoudre ça? Mais les choses sont en train de se résorber petit à petit parce que c'est un travail de longue haleine. Entre 2006 et 2014, période où j'ai assumé la responsabilité de ce groupe, nous avons engagé une politique de croissance très forte. Depuis, la nouvelle équipe s'attache à consolider, à restructurer parce que nous avons aujourd'hui un pôle important, ce qui a amené la dissociation du pôle de diversification du pôle minier. Alors justement, vous avez contribué pendant 10 ans à l'essor de Nord Avenir. Dans votre feuille de route, et on se souvient, était inscrit le fameux Cap à l'Est, rééquilibrage interne à la province Nord. Où en est-on? Est-ce que vous avez atteint cet objectif-là? Mais la côte Est, contrairement à ce qu'on pourrait penser, a un potentiel de développement et a des activités qui... Suffisant? Pas suffisant, mais entre nous, lorsque vous avez à remédier à un retard aussi important, donc il faut, avec humilité, aborder les questions au fur et à mesure. Il n'y a que ceux qui théorisent qui ont toujours raison. Pour ce qui concerne l'exacteur eux-mêmes, le développement de la côte Est s'est fait parce que nous avons un certain nombre d'activités comme l'activité minière, comme l'activité touristique. Vous avez aussi l'administration qui participe largement. Il reste aujourd'hui à poursuivre pour créer les conditions du développement économique, comme nous l'avons fait sur la côte ouest, sur le pôle VKP. Alors justement, dans vos projets à Wako, il y avait un projet d'ouverture à une société Brébilé en 2014. C'est très récent, ça n'a pas eu lieu. À Témala, c'est pareil, le projet d'énergie renouvelable n'a pas été concrétisé. Alors le projet d'énergie renouvelable n'a pas été concrétisé parce qu'il n'a pas été retenu par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. Par contre, les projets que vous évoquez concernent un pôle qu'on appelle le pôle agro-pastoral, qui se situe sur des terres qui appartiennent au groupe, la société de Wako, et où on trouve effectivement l'activité d'élevage des brebis, une unité de production de fromage, et puis par ailleurs 2 porcheries qui sont en construction. Alors on a vu dans le journal un cinéma qui va ouvrir à Koné sur terre coutumière. C'est une bonne nouvelle. Le projet NCTV, en êtes-vous satisfait? Parce qu'il coûte beaucoup d'argent, mais on ne voit même pas un journal d'information. On est bien placé pour le savoir. On va chercher ce pluralisme d'ailleurs audiovisuel en Calédonie. Pourquoi? Où est-ce que ça en est? Vous savez, on veut toujours aller plus vite que la musique. Ce qu'il faut constater aujourd'hui, c'est que le projet NCTV que tout le monde décriait, il est installé. Donc depuis, il est décrié, dites-vous? Qui était décrié au tout début. Donc tout le monde se posait la question sur la capacité des indépendantistes, mais ça c'est général, à mettre en place une télévision. Non, nous l'avons fait.
Hein, la Sofinor était... Et sans information. Sans information, mais petit à petit, on va y arriver. Hein, mais comprenez bien qu'il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs, et donc les choses progressent. Et là, je sais qu'aujourd'hui, hein, il y a une discussion qui est engagée pour voir dans quelle mesure les problèmes ou les insuffisances de cette première phase de mise en place pourraient être résolus. Une dernière chose, Louis Mapou, rapidement, au chapitre politique, le mouvement indépendantiste dans son ensemble va tenir ses congrès. Vous allez retrouver cette unité entre guillemets perdue? Ben, c'est une unité qui est gérée, hein, qui est gérée bon an, mal an, avec les vicissitudes et à la manière que les responsables politiques kanak font de la politique. Cette unité reste nécessaire. Il appartient à chacun des partis, les 4 partis du front, de résoudre les contradictions qui sont internes à chaque parti. Mais l'enjeu, c'est bien l'accession du pays à la pleine souveraineté en 2018. Et les discussions sont très largement engagées aujourd'hui dans le cadre d'un groupe de travail qui a été institué par le comité de signataires. Les choses se déroulent bien. On a besoin simplement que nos collègues, les républicains, prennent toute la mesure du travail et s'y engagent, parce qu'il y va de la question de la sortie. Vous avez dit les Républicains, pas Calédonie Ensemble. Ben parce que Calédonie Ensemble, ils participent. Parfait, merci beaucoup Louis Mapou pour avoir accepté notre invitation. Avant de se quitter,